Seiji vainquit rapidement des voyous qui harcelaient un sans-abri. En signe de gratitude, le sans-abri lui offrit un étrange tatouage et l'informa que c'était une clé qui le mènerait à la vérité. Ignorant cette étrange rencontre, Seiji reprit ses esprits de collégien. Un matin, alors qu'il arrivait en retard à l'école, il faillit heurter Fruzy, mais elle le renversa par réflexe. Ils reçurent tous deux une intense décharge électrique lorsqu'elle tenta de l'aider à se relever. Son visage changea brusquement lorsqu'elle lui demanda d'être plus prudent. En classe, ses amis remarquèrent son tatouage et Seiji lui expliqua comment il se l'était fait. Ils le taquinèrent pour avoir trop aidé les autres. Il estima que les arts martiaux que son grand-père lui avait enseignés devraient être utilisés pour le bien. L'un d'eux l'avertit des rumeurs en ligne selon lesquelles l'Amérique développerait un dispositif de combat de scellement pour contrer le royaume. Quelqu'un a fait sortir clandestinement des échantillons d'Amérique. Ils sont maintenant distribués dans le monde souterrain japonais. Cette arme ressemble apparemment à un tatouage. Tuko, l'amie d'enfance de Seiji, la trouve absurde. Elle lui annonce qu'il doit venir faire les courses avec elle après l'école. Sa mère lui a demandé de veiller sur lui pendant son absence. Plus tard, à l'épicerie, Seiji s'excuse pour appeler son grand-père. Il retrouve Fruzy dehors, qui lui vole son téléphone. Seiji le poursuit et est conduit dans un bâtiment abandonné où il tombe dans une embuscade. Elle l'engage dans un combat, le vainquant finalement. Fruzy s'excuse d'avoir exagéré. Elle lui montre son propre tatouage et lui explique qu'il est activé par un déclencheur unique. Les tatouages sont des super-armes scientifiques qui améliorent considérablement les capacités physiques de leurs utilisateurs, appelés scellés. Son déclencheur est la craie, elle lui démontre sa capacité à voir. Par la suite, son grand-père le bouscule pour avoir perdu un combat. Pendant l'entraînement, il lui explique que son père est mort à cause de sa faiblesse. Grand-père lui conseille d'être fort s'il veut aider les autres. Le lendemain, Fruzy et son partenaire Tom surveillent Seiji dans un café. Elle décide de le traquer seul les jours suivants. Un soir, Tuko, excédé, va la confronter, mais Seiji intervient et lui promet de s'occuper de Fruzy. La voix étant libre, il l'interpelle. Tandis qu'ils discutent, Tom est projeté vers eux. Une brute blonde charge Seiji, mais il le jette au sol. Ils identifient l'homme comme étant Théodore, un mafieux qui porte lui aussi un tatouage spécial. Fruzy conseille à Seiji de ne pas l'affronter, car il ne connaît pas son déclencheur. Théo se révèle trop fort pour lui. Il s'apprête à porter le coup fatal à la recrue ensanglantée. Cependant, du sang s'infiltre dans son seau, le déclenchant. Un vortex noir se libère, assommant le mafieux. Seiji est un créateur de vide, aussi connu sous le nom de tatouage sans déclencheur. Il reprend plus tard conscience et le duo révèle qu'ils font partie de l'armée américaine et que leur mission est de récupérer les tatouages remportés hors du pays par un chercheur. On dirait qu'un camarade de classe avait tout vu. Il demande à Seiji de les rejoindre avant de lui souhaiter bonne nuit. Fruzy s'inscrit plus tard à son école et rencontre un succès immédiat auprès des élèves. Pendant le déjeuner, la nouvelle rejoindra Seiji pour connaître sa réponse à leur proposition. On apprend que Fruzy est bien plus âgée qu'elle n'y paraît, un effet secondaire du tatouage. Après avoir pesé le pour et le contre, ils décident de les rejoindre. Tom et Fruzy se présentent à nouveau comme sergent et lieutenant respectivement. Ils lui ont conseillé de faire attention au sang, car c'est son déclencheur. Les agents américains décident ensuite de ne pas communiquer leur récente découverte pour l'instant. Pendant ce temps, la princesse Aryabata organise un coup d'état et prend le contrôle du royaume. De retour au Japon, Seiji tente d'esquiver le regard de Tuko tandis qu'il se dirige vers la planque de l'agent. Cependant, elle le voit et le suit. Alors qu'elle tue Seiji, elle est attaquée par une mystérieuse jeune fille. En attendant, Fruzy la fait attendre pendant qu'elle termine l'installation des détecteurs de tatouage à l'école. Tom reçoit également un appel confirmant le coup d'état au royaume de Solinistan. Avant qu'il puisse informer le lieutenant, il est attaqué par Tuko. Fruzy est également attaqué par Laka qui se révèle être membre de Brahman, l'équipe de tatouage de la princesse. Leur mission est de récupérer le tatouage sans déclencheur. Après un bref échange, Fruzy utilise son pouvoir pour se créer une occasion de fuir. De retour à la planque, on apprend qu'Iltutmish, également membre de l'équipe de tatouage, a pris possession du corps de Tuko. Avec l'aide de Seiji, Tom utilise son pouvoir pour expulser l'intrus du corps de Tuko. Le nouveau venu, submergé par la colère, charge son attaque, mais son ami la détourne en tirant sur son t-shirt avant qu'elle ne tue quelqu'un. L'attaque détruit la moitié de la maison. Iltutmish bat en retraite lorsqu'elle apprend l'approche de Fruzy. Tuko demande à être mise au courant de ce qui se passe. Elle a maintenant le même tatouage qu'Iltutmish sur le front. Pendant que le bâtiment est en réparation, l'équipe utilise le sous-sol peu orthodoxe pour s'entraîner. Tom explique que son tatouage est une copie, il peut donc être retiré. C'est un sous-produit de leur recherche, ses capacités sont donc faibles. Les copies ne peuvent agir que comme un suppresseur de bruit, annulant les phénomènes surnaturels. Ils n'ont jamais rencontré le type laissé sur Tuko. Fruzy décide de profiter de la pause pour montrer les images d'une expérience de tatouage sans déclencheur raté. Les horreurs du pouvoir que possède Seiji commencent à l'envahir. Il lui donne également un appareil qui détecte l'activation des tatouages. Après leur séance d'entraînement, les agents spéculent sur la façon dont le royaume a eu connaissance de Seiji. Ils concluent que c'est l'incident de Théodore qui les a alertés. Fruzy retrouve plus tard Lisa, une collègue d'une autre unité. Après avoir pris quelques photos mignonnes au centre commercial,
Ils s'arrêtent dans un café pour discuter de leur travail. Lisa lui remet un dossier secret sur leur prochaine cible. Fruzy cache la raison de l'attaque des tatoueurs, mais son ami a remarqué les allées et venues du jeune dans leur planque. Le lieutenant minimise l'incident. Après quelques semaines d'entraînement contrôlé, CJ passe à l'application concrète. Il affronte un suspect tatoué tandis que Fruzy l'entraîne à distance. Grâce à de bonnes instructions, il élimine efficacement la cible. Le lieutenant souligne que la vitesse à laquelle il s'est adapté est anormale. Pendant ce temps, Lisa se détend avec son unité dans leur planque. Le royaume parvient à les localiser. Iltutmish saute d'un hélicoptère et traverse le bâtiment jusqu'à leur chambre. Elle les abattit ensuite sans grande résistance. L'un des soldats réussit à appuyer sur le bouton d'urgence juste avant d'être tué. Lisa active son tatouage, envoyant une explosion vers leur agresseur. Pendant l'entracte, Fruzy remarque les performances exceptionnelles de Tuco lors de leur séance d'athlétisme. En m'y regardant de plus près, le lieutenant est surpris de voir son tatouage activé. Lorsque l'original active le tatouage, toutes les copies réagissent simultanément. Fruzy reçoit un appel de Tom l'avertissant que l'unité de Lisa a demandé des renforts d'urgence. Elle se déploie rapidement depuis l'école. CJ reçoit une notification sur son appareil et la suit également. Elle est neutralisée par l'AK qui a activé le système de réduction de bruit qui annule les scellés, les empêchant de désactiver leur pouvoir, la piégeant. CJ la rattrape, mais il n'est pas affecté par le système. Le lieutenant lui ordonne de la quitter et de se précipiter au secours de Lisa. Il arrive et constate le résultat du massacre. CJ suit les signes de combat jusqu'au toit. Il trouve Lisa déjà vaincue et inconsciente. Vu la façon dont elle est emballée, Iltutmish compte la livrer à la princesse. Je me demande si la livraison sera plus rapide qu'Amazon Prime. CJ tente d'intervenir, mais il est projeté du bâtiment. Tom parvient à le rattraper. Cela donne à l'AK l'occasion d'évacuer Iltutmish et leur nouvel otage. Fruzy revient plus tard sur les lieux avec Tom. Elle trouve le manteau et le téléphone de Lisa contenant un message audio. Après l'avoir écouté, le lieutenant ordonne à Tom de demander des renforts au quartier général de Zama. Pour protéger CJ de l'ennemi, Fruzy le menotte et l'enferme avec Tom au sous-sol. Il parvient ensuite à se libérer, assommant le sergent et utilisant son pouvoir pour s'échapper de la planque. Le lieutenant arrive au port avec sa mini-armée pour intercepter les ravisseurs de Lisa. Pendant ce temps, la princesse Aryabhata débarque au Japon après avoir consolidé son pouvoir. Au port, l'AK reste en retrait pour s'occuper de Fruzy tandis qu'Iltutmish affronte le reste des soldats aux alentours. Il le bombarde de balles, mais il érige une barrière qui bloque tout. Il déchaîne son fouet, projetant le conteneur à proximité. Fruzy esquive ses attaques et riposte avec des tirs rapprochés qui infligent des dégâts. De l'autre côté, Iltutmish utilise sa capacité de face pour se déplacer rapidement dans le port et semer le chaos. CJ et Tuco arrivent également au port où il engage le combat avec Iltutmish. D'après ses observations, Tom comprend que la source de la capacité d'Iltutmish est le principe d'incertitude. Quand il ferme les yeux, ses attaques ne fonctionnent pas sur lui car il ne la regarde pas, mais elle charge pour une autre attaque. CJ pense pouvoir utiliser la même ruse en fermant les yeux. Cependant, Tuco observe Iltutmish cette fois, ce qui permet au coup de frapper, le blessant gravement. Tuco est déclenché et attaque Iltutmish, mais elle est rapidement maîtrisée. Simultanément, CJ dialogue intérieurement avec son pouvoir et l'utilise pour se soigner. De retour à pleine puissance, il prend le dessus et met son adversaire à terre. La princesse surgit de nulle part et en plante un au hasard sur CJ. Tuco est visiblement jalouse. Elle commande son potentiel, espérant qu'il puisse lui être utile, avant de disparaître avec Iltutmish. Pendant ce temps, Fruzy met rapidement fin à son combat avec l'AK lorsqu'il s'éloigne de la voiture qui transportait Lisa. Elle se retenait uniquement pour que Lisa ne soit pas blessée. Il tente à nouveau d'utiliser le système de réduction de bruit, mais avec l'aide des soldats et de Lisa, ils mettent fin à ses manigances. La princesse vient chercher l'AK et dévoile son tatouage, sans gâchette, avant de disparaître. Elle reconnaît l'échec de la mission. Le QG étant désormais au courant de la situation, Fruzy est amené devant le général de brigade Sanders pour y être puni. Il la laisse tranquille, lui demandant simplement d'assumer la responsabilité de l'affaire jusqu'au bout. Sa seule condition est que CJ accepte de se soumettre à des tests. Tuco voit ensuite la princesse et la défie à un match de tennis de table. Si elle gagne, la princesse doit laisser CJ tranquille, mais Tuco finit par perdre. CJ s'assoit avec la princesse pour discuter et elle l'invite à se joindre à elle. Leur maison étant détruite, les agents américains logent temporairement chez CJ. Une nuit, Bébé prévient Fruzy qu'il lui emprunte CJ pour un temps. À en juger par sa réaction, elle semble avoir un passé avec lui. Lorsque CJ reprend conscience, il se présente et explique que le laboratoire devant eux est dirigé par la princesse. Elle utilise des cobayes humains pour développer leur système anti-bruit. Le jeune garçon décide de l'aider à libérer les prisonniers. Alors qu'ils se battent dans l'établissement, on découvre que Bébé possède également un tatouage sans gâchette et qu'il est passé maître dans son utilisation. Il prévient CJ qu'il existe 4 tatouages sans déclencheur. Eux et la princesse en possèdent un chacun. L'emplacement du 4e est encore inconnu. Grâce à ses compétences, il libère rapidement les prisonniers. Pendant l'entracte, Aryabhata trouve un cristal géant dans une grotte et décide d'y pénétrer. Bébé rejoint Wiseman, le chercheur qui a fait sortir le tatouage d'Amérique.
Il lui donne une clé USB récupérée au laboratoire. Le scientifique est le même sans-abri qui a tatoué Seiji. Ils ont fait équipe pour s'aider mutuellement à atteindre leurs objectifs ultimes. Bébé commence également à entraîner Seiji à affiner son contrôle du pouvoir. Il le met au défi de réduire ses vides à la largeur d'un cheveu humain. Bébé lui fait une démonstration. Plus tard dans la soirée, Fruzé retrouve Blackstone. Leur conversation révèle qu'il a travaillé pour l'armée américaine et le royaume. Il révèle que la princesse a probablement acquis la dernière reline. Son véritable objectif est de transformer le monde en les utilisant. L'histoire continue lorsque l'armée américaine mène une opération spéciale pour empêcher la princesse Arya d'obtenir le tatouage sans déclencheur, ainsi que tout autre tatouage résiduel qui pourrait se manifester. Parmi les principaux acteurs de cette opération figurent le commandant, le général de brigade Sanders, le sous-lieutenant Wang, le capitaine Johnson et le major Burns. Ces hommes sont tous détenteurs du sceau original. Une troupe scellée de 20 copies supplémentaires est impliquée. En transit, le colonel promet à Seiji la sécurité de Tuco et qu'ils verront ce qu'ils peuvent faire pour le tatouage sur son front. Pendant ce temps, Wiseman, à son laboratoire, est informé de l'opération américaine et le transmet à Blood. Apprenant cela, il demande au médecin de le libérer. Bien que Wiseman comprenne qu'il doit aller aider Fruzzi, il l'avertit que s'il combat avant la fin de la modification du code, il mourra en vain. Pendant ce temps, les Black Hawks américains arrivent aux ruines. Le colonel leur ordonne de procéder à un tir de suppression pendant leur déploiement depuis les hélicoptères. À l'atterrissage, le capitaine Johnson se précipite sur le vice-capitaine de Bramman, Cal, mais il est rapidement coupé en deux. Elle déploie également son unité de servante mortelle. Pendant ce temps, à l'intérieur des ruines, Arya est informée de la situation à l'extérieur. Elle remarque qu'ils sont en infériorité numérique et donne un pouvoir temporaire à Iltutmish tout en bloquant l'accès à Tuco. Dehors, Cal continue de trancher les soldats comme du beurre. Wang tente de l'arrêter en tirant une pluie de balles, mais elle les repousse grâce à ses pouvoirs de barrière, blessant le sous-lieutenant. Le vice l'écrase avec sa barrière, mettant fin à sa campagne. Seiji rencontre Cal et tente de s'échapper, mais il est également abattu sans difficulté. Cette femme est efficace, sans limite. Fruzzi, Lisa et Tom continuent d'affronter les servantes de combat, mais tout le monde s'immobilise, terrorisé, lorsqu'Iltutmish hurle et se transforme en chat géant. Elle attaque l'hélicoptère du colonel et le fait tomber, mais il s'échappe avec Tuco. Il la confie à Burns pour qu'il s'en occupe pendant que Fruzzi et lui affrontent Cal. De retour dans la grotte, la princesse accomplit son rituel, provoquant la fabrication d'innombrables autres tatouages. Alors que le combat fait rage à l'extérieur, les deux hommes luttent pour toucher le vice-capitaine, jusqu'à ce que Fruzzi utilise un tir de décompression qui fait mouche. Cal contre-attaque en créant une barrière complète autour d'elle. Elle la relâche, projetant des murs de barrière qui écrasent la main de Fruzzi. Avant que le colonel ne puisse attaquer, Cal lui coupe un bras et les deux jambes, et achève sa mutilation en l'aveuglant avec sa lame. Honnêtement, je m'attendais à mieux de la part du grand homme. Blood fait son entrée en héros et interrompt Cal alors qu'elle s'apprête à tuer Fruzzi. La tension retombe d'un cran lorsque Blood confronte la femme meurtrière à propos de ses sentiments pour lui. Elle avoue son amour pour lui, mais tel un sauvage, il la rejette, déclarant plutôt son amour pour Fruzzi. Cal redevient sérieux et lance une attaque contre les tourtereaux. Blood utilise son générateur de vide pour briser les barrières et ordonne à Fruzzi d'aller trouver Seiji. Pendant ce temps, il est toujours au sol comme un chiot blessé, la princesse en profite et le plaque contre un mur artificiel. Elle se met à jubiler tout en le transperçant. Ailleurs sur le champ de bataille, Lisa prend le dessus sur l'une des servantes. Elle contacte ensuite Burns par radio pour demander une assistance immédiate au colonel et lui demander de prendre le contrôle de l'opération. Le major appelle pour un rapport sur la situation. Il ordonne à toutes les troupes de battre en retraite pendant que Tom arrive à sa position. Il lui confie alors la mission de prendre Tuco et de se replier. Pendant ce temps, la jeune fille décide de prendre un moment et de courir dans la direction opposée pour rejoindre Seiji. Lisa retrouve son amant Burns pour vaincre le chat géant. Pendant leur combat, Iltutmish trouve une ouverture pour achever Lisa, mais le major encaisse le coup et explose avec le chat. Pendant ce temps, Fruzzi localise Seiji et tente de tendre une embuscade à la princesse, mais est également capturé. Au même moment, le combat entre Blood et Cal se déroule au même endroit. Fruest et Seiji regardent Blood utiliser ses derniers pouvoirs pour briser le tatouage de Cal et la vaincre. Mais il commence à être submergé par son propre pouvoir. Voyant sa fin, Blood ordonne au pouvoir de Seiji de le consumer avant que la princesse ne prenne son tatouage sans gâchette. Elle est incapable de l'en empêcher, car le colonel tire une roquette qu'elle est obligée de gérer. L'acte accompli, Arya n'a plus aucune raison de rester, mais elle laisse à Seiji un dernier cadeau d'adieu. La princesse laisse le chat dévorer Tuco alors qu'elle court vers lui. Iltutmish redevient normal et disparaît avec Arya, tandis que les héros restent figés d'horreur. Un certain temps s'est écoulé après l'échec de l'opération. Weissman et Fruzzi localisent un Seiji déprimé dans un endroit isolé. Le scientifique les recrute en promettant de réaliser le souhait de Blood de détruire tous les tatouages de la planète. De retour à son laboratoire, Seiji apprend sans détour qu'il doit mûrir psychologiquement. Weissman propose d'utiliser une machine pour expérimenter les souvenirs de Blood, car un fragment de son âme réside encore en lui.
Nous suivons un jeune Blood récemment déserté des États-Unis pour rejoindre le royaume. Il est accepté dans l'escouade d'élite Brahman après une belle performance contre Kal. Varma, également membre du groupe, se présente, impressionné par ce qu'il a vu. Il est surpris que ce soit la princesse qui le nomme et non le roi. Elle lui attribue également un tatouage sans déclencheur. Il se met rapidement au travail avec son propre agent. Une nuit, il inspecte un complexe baptisé le Sansara après avoir été averti par Kal de ne pas s'y aventurer. Blood tombe sur Varma et l'appréhende rapidement. Le jeune homme révèle qu'il travaille pour le roi et que sa mission est de surveiller la princesse. En discutant, ils attirent l'attention du seul garde du complexe, un surhumain nommé Ganesha. Bébé tente de la retenir pour permettre à Varma de s'échapper, mais il est finalement projeté dans les airs. L'espion du roi présente ensuite Blood au roi, convaincu de sa confiance. Le monarque leur donne donc sa bénédiction pour qu'ils collaborent. Bébé confirme auprès du roi qu'Arya n'est pas sa fille biologique. L'ancien agent américain l'avertit qu'elle montera sur le trône un jour. Blood soupçonne qu'il ne fait rien à ce sujet, ressentant une certaine culpabilité envers elle. Le roi, irrité, les congédie. En descendant, la princesse informe Bébé de sa première mission, mais il devient évident qu'il a pour politique de ne pas tuer, ce que Kal trouve étrange. Plus tard, les espions du roi tentent à nouveau d'infiltrer Sansara. Cette fois, ils sont mieux préparés, grâce à un bon travail d'équipe, ils parviennent à s'occuper de Ganesha. La voie est libre, Blood utilise son pouvoir pour créer un tunnel souterrain menant au complexe. Ils sont accueillis par Kujuli, la sœur aînée d'Arya, qui leur fait visiter le complexe. Ils entrent dans une pièce où sont élevés des Sozidera. Elle leur explique qu'elles ressemblent plus à des sœurs qu'à des clones. Le roi a découvert des ruines et a réalisé leur potentiel. Il a donc tenté de réécrire le monde à sa guise. Mais le problème était que l'interface de contrôle des ruines se trouvait dans une dimension inaccessible, d'où la création des sœurs. Arya était la plus accomplie, ce qui faisait d'elle une clé humaine pour accéder à ce royaume. Les autres sont considérés comme des ratés et doivent donc rester à Sansara. Bien que leurs âmes soient en partie liées à celle d'Arya, qui se trouve au centre. Certaines des sœurs attaquent, mais sont rapidement appréhendées par Kujuli. Blood profite de l'occasion pour collecter des données sur un ordinateur proche, mais les espions sont contraints de fuir lorsqu'ils découvrent que Kal est au courant de leur présence. Alors qu'ils reprennent leur chemin de retour, le vice-capitaine attaque le sol et inflige un coup critique à Varma. Blood emmène son camarade grièvement blessé chez le roi pour qu'il le soigne. Le monarque lui montre un chemin secret qu'il emprunte pour s'échapper du royaume, poursuivi par le brahman. Le flashback revient sur Bébé et Seji dans son subconscient. Son mentor lui adresse un discours d'encouragement qui l'encourage à poursuivre le combat. Environ un an s'est écoulé et Seji se cache pour perfectionner ses compétences avec l'aide de quelques personnes. Leur cachette est finalement localisée par le royaume et attaquée. Le seul véritable indice qu'ils laissent derrière eux est une lettre numérique. Plus tard, ils se réunissent et visionnent la vidéo. On y voit la princesse sur la plage, jubilant avec ses serviteurs, s'amusant. La caméra se dirige intentionnellement vers Lisa capturée, mais elle est rapidement détournée. Arya prononce quelques mots d'adieu avant la fin de la vidéo. À la réticence de Wiseman, le groupe décide d'aller sauver Lisa. Tamaki la demande en mariage et fait ses adieux à sa bien-aimée avant de se lancer dans cette dangereuse mission. Ils arrivent plus tard dans un endroit rocailleux où Aryabhata et le Brahman ont trouvé une autre ruine. Après avoir pris ce laurel, le général Sanders revient avec son unité pour intercepter la princesse. L'armée américaine fait équipe avec le groupe de Seji après un bref malentendu. Tom et Seji se dirigent vers les ruines, laissant Tamaki et Fruzi s'occuper des membres du Brahman. Lisa, endoctrinée, attaque son ami sous le regard enthousiaste de Laka, bien que Fruzi finisse par prendre le dessus et l'assommer. Laka intervient ensuite pour son affrontement final avec le lieutenant, mais il est lui aussi vaincu. Son corps sans vie est projeté comme un alley-oopé sur Tamaki qui l'utilise comme bouclier pour porter le coup fatal à son adversaire. Pendant ce temps, Seji utilise son générateur de vide pour se frayer un chemin dans les ruines, tandis que Tom reste en retrait pour apporter son soutien. À son arrivée, Kal l'accueille à l'épée. Il livre un combat intense, mais tout prend fin lors d'un dernier échange. Seji prend le dessus avec le soutien de Blood en portant un coup de paume dévastateur sur la vice-capitaine, la mettant KO. Cependant, sa victoire est de courte durée lorsque la princesse apparaît après avoir terminé son absorption. Avec son souvenir de Tuko noué autour de ses cheveux, il se prépare à l'affronter. Pendant ce temps, Tom diffuse l'action en direct sur YouTube à Weissman et au gars en blouse blanche. J'ai entendu dire qu'il était également abonné à Annie Oreille. Avant le départ de Seji, le médecin lui a prescrit des médicaments pour atténuer les effets secondaires de son pouvoir. Il affronte Arya, mais ses vastes pouvoirs lui échappent. Pendant ce temps, le chef des Brahmanes se transforme en boule de stress géante et détruit le monde avant de se désintégrer. Cela ouvre un chemin à l'équipe de Seji pour pénétrer à l'intérieur et y trouver le colonel, pathétiquement étendu. Honnêtement, je pensais vraiment que ce type serait aussi explosif. Il révèle qu'il a une bombe nucléaire cachée sous terre et qu'il est prêt à la faire exploser si les choses tournent mal. De retour au combat, la princesse reste assise, nonchalamment, tandis que Seji esquive ses attaques comme un animal de cirque. Ses pouvoirs finissent par s'épuiser, lui permettant de le transpercer. Heureusement, l'équipage arrive à temps et Tamaki le libère.
Il demande à Tom de s'échapper avec Seiji pendant qu'il tente de retenir Arya. Avec le colonel, il monte dans l'hélicoptère. Un grand merci à Arnold. Le flux du live est interrompu lorsque la princesse lance une attaque, qui élimine également Fruzy et Tamaki. Le colonel tente de faire exploser la bombe nucléaire, mais Arya la désamorce comme dans un jeu de recherche et de destruction. Le commandant perd la boule et se traite de clown à répétition, au moins, il est conscient de lui-même. Seiji remarque la chute libre du lieutenant et saute de l'hélicoptère pour la sauver. La princesse s'est transformée en monstre géant et s'apprête à manger le dernier tatouage sans gâchette. Cependant, le médicament que Wiseman a administré à Seiji le transforme également en monstre. Les monstres se battent, mais Seiji se révèle être le meilleur bagarreur grâce à son expérience en arts martiaux. Il porte le coup fatal, faisant disparaître la princesse. Sa disparition fait jubiler les soldats. Seiji tient la main de Fruzy endormie, tandis qu'elle sourit, il contemple son voyage. La saison touche à sa fin.